tiers-livre, un cycle d'écriture qui s'appelle 40 jours, on fait comme les musiciens. Chaque jour, gamme, arpège, archer, enfin c'est ma métaphore à moi, et voir qu'est-ce que ça dérange. Ce que ça dérange du point de vue de la pratique, de faire tomber de la matière plus vite ou indépendamment de ce qu'on avait prévu, sans attendre qu'elle surgisse, puisque c'est notre technique même qui fait qu'il y a quelque chose maintenant, et puis pour moi aussi l'occasion d'expérimenter des choses différentes. Alors c'est le 11e, ça veut dire que moi j'ai besoin de structurer, d'avoir des arborescences, des tonalités. On ouvre une deuxième séquence de 10 propositions. Je voulais l'ouvrir sur un mot. Le pire étant que je ne pense pas que le mot figure là dans le texte des lignes que je vais vous lire. C'était de très bonne heure le matin, les rues étaient propres et vides, je m'en allais à la gare. En comparant une pendule avec ma montre, je vis qu'il était déjà beaucoup plus tard que je n'avais cru. Il fallait me dépêcher. L'effroi que me causa cette découverte me fit hésiter sur mon chemin. Je ne m'y reconnaissais pas encore bien dans cette ville. Il y avait heureusement un agent de police à proximité. Je courus vers lui, lui demandai hors d'haleine mon chemin. Il se mit à sourire et me dit « C'est de moi que tu veux apprendre ton chemin ?»« Oui, lui dis-je, puisque je ne peux pas le trouver tout seul. » « Abandonne, abandonne, dit-il, en se détournant de moi d'un geste large, comme font les gens qui ont envie de rire en toute liberté. Vous avez connu, bien sûr, déjà mon beau Pléiade et la tonalité de l'écriture. On est chez Franz Kafka. Une histoire complète. Est-ce que c'est une histoire abandonnée, comme le mot abandonne, ou c'est justement l'intérêt de Kafka, c'est pas de ce qu'il surgit, lui aussi, d'une contrainte quotidienne d'écriture. Chaque soir, à 22h30, on s'y colle. C'est long, c'est bref, mais en tout cas, on s'y met. En tout cas, moi, le mot, là, vous avez vu, je ne m'y reconnaissais pas encore bien dans cette ville, hésiter sur mon chemin, c'est le mot perdu. On peut faire quelque chose avec le mot perdu. Tenez, par exemple, 641. C'est là. « Comment suis-je arrivé là ?» m'exclamai-je. Page 716. Toujours dans la même zone. Je n'ai pas fait juste des petits sondages. J'étais complètement égaré dans un bois, incompréhensiblement égaré. Incompréhensiblement égaré. Car peu de temps auparavant, je marchais encore, sinon sur un chemin, du moins à proximité d'un chemin que d'ailleurs je n'avais jamais perdu de vue, et maintenant j'étais égaré, le chemin avait disparu, tous mes efforts pour le retrouver avaient échoué. Mais là on n'est pas dans la ville. 727, tenez un petit bout du journal aussi, et puis après on laisse Kafka, les livres s'accumulent, là, comme autant de pistes, on pourrait en faire 350, des ateliers au quotidien. Ce serait peut-être ça, le prochain défi, journal, 15 février 1922, un peu de chant au-dessous de moi, quelques portes qui claquent dans le corridor, et tout est perdu. Ce mot perdu. Alors, indépendamment du mot perdu, évidemment, on peut ouvrir à des anecdotes, ça ouvre à des tas de souvenirs. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est notre souvenir lui-même ou comme un négatif photographique? C'est que le fait d'être perdu change à ce qui nous entoure. C'est là que les petits paragraphes là de Franz Kafka que je vous ai lus, on n'est jamais autant perdu que dans ce qu'on connaît, dans l'infiniment proche. Et dans cet infiniment proche, qu'est-ce qui trouble? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'y reconnaît pas? Qu'est-ce qui fait alors qu'on s'égare? Ou qu'est-ce qui fait qu'un tout petit point de côté et toute la réalité bascule? C'est cette tonalité que je voudrais, non pas pour la retourner vers soi-même, dire en quoi ou comment tu t'es perdu ou ce dont tu te souviens de t'être perdu, traître le perdu. Wow, c'est difficile, c'est la syntaxe ou c'est le lapsus.
Mais ce que soi-même se pousser à l'écart, se mettre à côté du chemin ordinaire, premier vers de l'enfer de Dante, casse du familier. Et qu'est-ce que ça nous dit alors à ce moment-là de la ville? Et quand je dis ville, ça peut être la mégapole comme la toute petite, c'est pas ça la question. La ville comme assemblage et relation entre humains et qui sédimente sous des formes stables et fixes. Beaucoup moins ça que de circulation ou de refondation permanente. Ça aussi, on l'explorera. Alors dans Kafka, est-ce qu'il y a besoin d'être perdu? Dans le procès, K est dans sa chambre quand on vient lui annoncer qu'il est en état d'arrestation. Et toutes les figures, le procès, la cour avec les juges, le bureau de l'avocat, tout ça c'est dans son terrain ordinaire. Quand il descend l'escalier de son bureau, entend du bruit dans un placard à balai et aperçoit les deux types en train d'infliger un châtiment à un troisième, eh bien, c'est toujours le même espace ordinaire. C'est ça qui nous trouble dans le procès. Le rêve du milieu, avec devant les portes de la loi, le rêve qui s'insère, ou du moins le récit qui s'insère dans le rêve qui lui-même est dans la cathédrale de Prague, où K attend un rendez-vous qui ne vient pas. Il finit par s'endormir, et l'image de son rêve, c'est un récit écrit séparément par Franz Kafka, et qu'il publiera séparément, alors qu'il ne publiera pas le procès. Vous savez, ça s'appelle « Devant les portes de la loi », ce type qui attend. Bon, je ne vais pas développer trop tout ça, mais pour moi, ça me donne l'indice de ce qui sépare peut-être le procès du château. Dans le procès, c'est la situation qui change la lecture qu'on a de son environnement immédiat. Devant les portes de la loi, et juste ensuite, le château, on n'est pas perdu. On est là, on arrive, c'est un soir, il y a de la neige, il y a un pont, il y a une auberge éclairée, on frappe, on demande s'il y a une chambre, et comme on vous dit que non, il n'y en a pas, et puis qu'ensuite on demande mais si c'est vous l'arpenteur, et qu'on ne saura jamais si c'est... Pareil, je ne développe pas, mais commence l'aventure permanente du château inaccessible, quoi qu'on aille sans cesse traverser le village jusqu'à cette auberge des voyageurs, on n'est pas perdu. Simplement, notre situation intérieure est totalement séparée d'une reconnaissance de où on est et pourquoi y faire. Et ça, dans Kafka, c'est une sorte de récurrence, une sorte... quelque chose qui est peut-être pas quelque chose qu'on lui doit à lui seul, mais en tout cas ce qui fonde sa propre part du fantastique. Comment on peut nous s'en servir? J'ai ressorti les livres de Jacques Abeille. Jacques Abeille est quelqu'un qui est décédé il y a 1 an. Je crois que Jacques Abeille avait parfaitement conscience d'avoir réalisé, c'est juste 4 bouquins, hein. Il y en a d'autres, une œuvre d'un poids considérable. Et je pense qu'il est décédé, sachant que le chemin de cette œuvre vers la reconnaissance a toujours franchi des pas, des sauts, et ça n'a jamais été suffisamment loin pour qu'il en tire un bénéfice, une sérénité. C'est pas la question. En tout cas, le bénéfice, non. Est-ce que ça ajoute quelque chose, la reconnaissance? En tout cas, je pense qu'il a vécu comme injustice. Alors, Jacques Abeille, bien sûr, les jardins statuaires, livre immense, paru, moi je l'ai lu quasiment au moment où je publiais, moi, mon premier livre. C'était pas si loin de la revue Digraphe, par exemple. À l'époque, publié chez Texte, Flammarion, donc une collection de littérature contemporaine, de littérature expérimentale, et un livre énormément consistant à une époque où l'idée c'était plutôt d'aller vers le formalisme le plus restreint, et un livre fantastique, mais un livre qui, comme Le Veilleur, c'est
là où j'ai pris un passage pour qu'on s'appuie, et comme la suite, là j'ai juste pris un homme plein de misère, mais tout s'enchaîne depuis les jardins statuaires avec une suite de cercles concentriques qui font toujours référence à la première épreuve initiatique, celle de ces jardins statuaires, jusqu'à son ultime, la ville de l'explorateur perdu. Et là, le mot perdu, il y est même dans le titre. Alors, les jardins statuaires, vous savez, réédité en 2004, je ne sais plus, je n'ai pas révisé les détails dans une collection de science-fiction, comme si là où la littérature l'avait totalement laissé tomber, eh bien, là où tu enlèves les genres, on lui rend hommage. Et puis, là encore, réabandonné, réédité, je crois, en 2010, dans une autre maison, ouais, le Tripode. Et c'est l'édition du Tripode qui finalement donne au jardin statuaire son assise, mais toujours sous l'étiquette science-fiction, jusqu'à maintenant être l'ensemble disponible dans cette belle collection folio. Les couves sont admirables et cette fabrication-là, elle est meilleure que les folios ordinaires, ceux de la littérature, sympa. Jacques Abeille, les jardins statuaires. Pourquoi j'en parle? Eh bien, c'est comme si vous preniez ce que j'ai essayé de raconter pour Franz Kafka. Ce tout petit truc, l'histoire commence quand on commence à raconter. Et quand on commence à raconter, c'est où je suis, qu'est-ce que je fais là, il se passe quoi. Mais avant que l'écriture fasse surgir le personnage, fasse advenir le personnage à son contexte, rien ne se pose. Quand on est là, est-ce qu'on est perdu ou simplement on ne s'y reconnaît pas? Le mot égaré, j'ai pas été fouillé là les sources allemandes, puisque vous savez que pour le journal maintenant on a au moins 3-4 versions, et tant mieux. Moi je suis fidèle à mon vieux Marthe Robert, quand il tombe en botte, je me le rachète, c'est celui aussi qu'on trouve en poche. Ce qui m'intéresse dans Jacques Abeille, c'est qu'il prend ce moment-là de Franz Kafka, où je suis, rêve par rêve, quelque part sur la Terre, pas quelque part sur la Terre. Ces constructions fantastiques, est-ce qu'elles participent du réel? Le danger, l'inquiétude, il va se passer quoi? Le devoir de les explorer, est-ce parce que c'est moi qui suis tiré là, vers ce lieu dont je ne sortirai pas indemne? Ou c'est ma volonté qui m'y mène, mais je ne peux savoir si ma volonté elle-même a été saisie par cette machine qui l'entoure, où il y a à la fois des visages, des voix, et évidemment cette exploration spatiale dans les jardins statuaires. Est-ce qu'elle a un terme? Non, sinon cette invasion barbare tout au bout, mais que Dino Buzzati dans le désert des Tartares, Julien Gracq avec le rivage des Syrtes ont aussi rejoué. Qu'est-ce qui, comme la falaise de marbre de Ernst Jünger, c'est un archétype, là encore, la menace, c'est fantastique. Alors est-ce que nous on va travailler sur menace, tout ça? Pas pour l'instant. Pour l'instant. Lors du décès de Jacques Abeille, en relisant en particulier un grand entretien qu'il y avait dans Diacritique. Je vais vous remettre le lien là, dans la partie d'accompagnement. Il y avait cette réflexion qu'il a travaillé sur une ville. C'était la ville où il habitait, Bordeaux. Bordeaux, j'y ai vécu moi aussi 2 ans, dans une période de transition, les arts et métiers, c'était difficile. En tout cas, c'est pas une période heureuse, une période très conflictuelle, mais qui laisse des traces. Et on s'aperçoit qu'ensuite, quand on a trouvé son bon chemin, c'est aussi ces blessures qui vous aident à conquérir là où on va être un peu plus haut que soi-même. Mais là, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que Bordeaux est reconnaissable dans Jacques Abeille? Les jardins statuaires? Non. Là, c'est autre chose. On est dans une dimension beaucoup plus
allégoriques. Mais le veilleur du jour, ouais, c'est le narrateur des jardins statuaires qui parvient dans une ville et cherche dans les plis de la ville, là encore avec la menace, ou plus tard dans la vie d'explorateur perdu, ce qui reste quand la menace s'est éloignée, mais qu'elle a structuré tout l'intérieur des hommes, y compris dans leur peine et leur misère. Dans le veilleur du jour, si on connaît Bordeaux, est-ce qu'on peut la reconnaître? Probablement. Il y a des quais, il y a un port, il y a ces structures circulaires au milieu. Je me rappelle par exemple à Bordeaux un endroit qui doit exister encore qui s'appelle le parking des grands hommes, avec une espèce de spirale là, qui descend jusqu'à en plus finir. Si vous avez laissé votre voiture, oh là là, il y a bien de la misère. Et puis tout autour, dans le Bordeaux des années 72-73, quand moi j'y étais étudiant, eh bien, c'était encore tout un tissu de ruelles, de labyrinthes. C'était pas clean. Quand j'y suis revenu en 98, centre de jeunes détenus de Gradignan, par exemple, entre la gare et le centre, là, vers le Parlement Saint-Pierre, là où il y a toujours la librairie, la machine à lire. Bel endroit. Eh bien, c'était des squats, des entremêlements, des démolitions. Eh bien, tout ça, dans Le Veilleur du jour, c'est présent, mais c'est pas du tout assigné à une réalité. Alors, vous voyez, c'est juste, on ouvre cette deuxième série de 10 propositions. Je veux l'ouvrir par un mot, perdu. On l'ouvre avec cet instant dans Franz Kafka. Puis là, je vous mettrai là, quelques petits textes pareils en montage. Cet instant où on est, il se passe quoi? Qui je suis pour être là? Et juste travailler sur cet instant et le laisser se distendre là où il va aller palper les parois du souterrain. Phrase d'Artaud. Quand je joue, mon cri éveille son double de source dans les murailles du souterrain. C'est quoi les murailles? Si c'est l'ouverture du château, il n'y a pas de muraille. Il y a un pont et du brouillard. La faible lumière de l'auberge, et quand on pousse la porte, il y a cette espèce de chaleur, de vacarme, de promiscuité, mais vous en êtes aussitôt repoussé, à moins de ce téléphone-là qui va amorcer le roman. Donc un instant qu'on va distendre jusqu'à ce que les formes, les perceptions, une rue qui s'en va tout droit, un labyrinthe, et on ne sait pas comment on va s'y retrouver. Bien sûr, on a tous et toutes lu ça dans tant et tant de livres, vu ça dans tant et tant de films, ouais, mais aussi dans ses propres rêves, même si là je ne peux pas faire passer le rêve au premier plan. Ce qui m'intéresse, c'est comment Jacques Abeille, dans Le Veilleur du jour, utilise malgré tout cette espèce de socle qui est la ville de Bordeaux pour en tirer cette tonalité, à partir de quoi va se construire l'histoire du Veilleur du jour. Pas d'obligation à le lire, tout ça. Là, c'est juste cette question là, chez lui de la continuité, de l'épaisseur, de cette espèce de lyrisme, mais du lyrisme qui n'est pas fait pour transformer ce qui nous entoure en métaphore. C'est le lyrisme qui permet de tenir à distance tout échappatoire dans la métaphore. Vous laissez juste toucher ce qui vous entoure, la ville comme elle est. C'est tout. Justement, puisque j'aurais pu faire comme proposition numéro 11, chers amis, aujourd'hui, nous prenons un mot perdu. Et à vous de travailler sur ce mot. Mais quand même, on peut y repenser. L'âme et le cœur de notre Franz Kafka. Pour qui ça attend.